Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On va voir, on va faire un TD sur les traumatismes crâniens. On va commencer par, bien sûr, la définition. C'est quoi un traumatisme crânien? Le traumatisme crânien est défini comme un impact direct ou indirect sur la boîte crânienne. La boîte crânienne, c'est quoi? C'est l'os, bien sûr, et le cerveau. Il constitue un véritable problème de santé publique. Les lésions crânio-cérébrales sont fréquentes et potentiellement graves. Les traumatismes crâniens sont la principale cause de mortalité ou d'un handicap sévère chez l'adulte jeune qui engendré par les accidents de la circulation, les accidents de la voie publique, les accidents sportifs, les accidents de travail, les accidents domestiques et les agressions. On va voir maintenant les différents types de traumatismes crâniens. On va commencer bien sûr par le cuir chevelu. C'est lui le premier qui apparaît sur la boîte crânienne. On peut avoir plusieurs types de plaies à ce niveau, de la plaie simple au scalp. Ensuite, ça sera au niveau osseux, l'os qui se situe directement sous le cuir chevelu, on aura les fractures. On peut avoir les fractures linéaires de l'un des différents os du crâne au niveau de soit l'os frontal, l'os temporal, les deux os pariétaux ou l'os occipital, sachant qu'il y a un os frontal, deux os temporaux, deux os pariétaux et un os occipital. Il y a l'embarrure. C'est quoi une embarrure? C'est une fracture avec un enfoncement d'un ou de plusieurs fragments osseux, ce qui peut occasionner une déchirure durmérienne avec compression sur le cerveau. Quand il y a embarrure, il y a enfoncement de l'os, peut-être plusieurs fragments osseux ou carrément un petit volet osseux qui va s'enfoncer dans le cerveau et qui va engendrer en même temps une déchirure durmérienne. Et on peut avoir aussi une plaie crânio-cérébrale qu'on appelle une PCC. C'est quoi? C'est une fracture osseuse, déchirure durmérienne est issue de matière cérébrale. D'accord? Alors, d'abord, il y a une lésion, bien sûr, au niveau du cuir chevelu. Ensuite, il y a l'os qui se fracture. Ensuite, il y a la durmère qui se déchire. Ensuite, il y a le cerveau qui sort. La matière cérébrale qui sort, c'est une issue de matière cérébrale. Et cette matière cérébrale, bien sûr, qui va être nécrosée, elle va être nécrosée et elle va être, bien sûr, morte. Et en quatrièmement, il y a la fracture de la base du crâne. La fracture de la base du crâne, on a l'étage antérieur, on a au niveau de l'étage antérieur et on a au niveau de l'étage moyen. Au niveau de l'étage antérieur, elle s'exprime par une rhinorrhée isolée. Alors, c'est quoi la rhinorrhée? La définition de la rhinorrhée, c'est l'écoulement du liquide céphalo-rachidien, ça veut dire LCR, par le nez. D'accord? Ou avec une épistaxis. C'est quoi l'épistaxis? C'est du sang qui coule par le nez. D'accord? C'est comme ça que la fracture de l'étage antérieur s'exprime chez le patient qui se ramène aux urgences. À l'étage moyen, elle s'exprime par une autorrhée. L'autorrhée, sa définition, c'est quoi? C'est l'écoulement du LCR
ça veut dire du liquide céphalo-rachidien, par l'oreille ou avec une autoragie. C'est quoi l'autoragie aussi? C'est un écoulement sanguin. C'est du sang qui coule par l'oreille. D'accord? Alors, maintenant, on passe à la commotion cérébrale ou attrition. C'est quoi la commotion cérébrale? Il s'agit d'un ébranlement du cerveau dans une enceinte fermée suite à un coup sur la tête suivi d'une perte de connaissance initiale. Donc, c'est une enceinte fermée, c'est pas comme le nourrisson. Le nourrisson, l'onde de choc est là où se propager, mais chez l'adulte, non. Pourquoi? Parce que la boîte crânienne, elle est fermée. Les sutures sont fermées. L'onde de choc de la commotion, elle reste à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a une perte de connaissance initiale. Par la suite, le réveil se fait souvent avec des troubles transitoires de la mémoire. D'accord? L'onde de choc n'a pas où se propager. C'est pas comme le nourrisson. Le nourrisson, il a ses sutures ouvertes. L'onde de choc, elle se propage à l'extérieur. D'accord? Alors, il y a la contusion cérébrale. Alors, la contusion cérébrale, c'est quoi? C'est une lésion nécrotico-hémorragique. Ça veut dire qu'il y a de la nécrose et il y a de l'hémorragie. La nécrose, c'est quoi? C'est une morte cellulaire. Donc, caractérisée par une extravasation sanguine. Macroscopiquement, le cortex apparaît piqueté, hémorragique, parfois limité au point d'impact du traumatisme ou bien étendu. D'accord? Il peut être limité au point d'impact du traumatisme, ça veut dire où la personne a reçu le coup, ou il peut être étendu, ou il peut avoir le contre-coup. Ça veut dire de l'autre côté du coup. D'accord? Alors, on a l'hémorragie intracrânienne. On peut avoir une hémorragie méningée. C'est une blessure de fin vaisseau de l'arachnoïde. L'arachnoïde, c'est quoi? L'arachnoïde, c'est la fine membrane, d'accord, qui couvre le cerveau, les hémisphères cerveau, ou du cortex qui saigne dans les espaces sous-arachnoïdiens. On a des espaces sous-arachnoïdiens et on peut trouver cette hémorragie méningée. Et on peut avoir un hématome intracérébral. C'est quoi cet hématome intracérébral? C'est une connexion sanguine à l'intérieur de la substance blanche suite à une rupture artérielle ou un confluent de plusieurs contusions. Qu'est-ce que ça veut dire un confluent? Ça veut dire plusieurs contusions, plusieurs saignements qui viennent de part et d'autre et qui constituent une poche de sang qui est l'hématome intracérébral ou intraparenchymateux. On peut dire un hématome intracérébral comme on peut dire un hématome intraparenchymateux. On peut avoir bien sûr aussi l'hématome extradural. L'hématome extradural, c'est quoi? C'est une connexion sanguine entre la dure mère et la table de l'os. Donc, la table de l'os, de quoi? Du crâne. D'accord? De la boîte crânienne. Donc, dans l'espace extradural. Je dis bien extradural. Ça veut dire sur la dure mère. D'accord? À l'origine d'une compression aiguë du cerveau, c'est l'urgence numéro 1 en neurochirurgie et doit être opérée rapidement avant que les lésions cérébrales irréversibles ne soient installées. Et c'est quoi? Sont dues quoi? Ces lésions cérébrales sont dues à l'engagement. Le plus souvent, il est de siège temporal. D'accord? Cet extradural, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, ça veut pas dire qu'il n'est pas
il ne peut pas être en frontal, qui ne peut pas être en pariétal et qui ne peut pas être en occipital. Je dis bien le plus souvent. D'accord? Le plus souvent. Pourquoi? Le plus souvent, parce qu'il y a l'artère méningée moyenne qui est sous l'os temporal. S'il y a rupture, on va en parler tout à l'heure, dans la prochaine diapo. Alors, la prochaine diapo dit que le diagnostic est posé devant toute perte de connaissance initiale. Alors, vous êtes aux urgences, vous avez un traumatisé crânien, il se ramène, on vous le ramène, l'entourage. Vous allez poser des questions, vous allez faire l'anamnèse. On va vous dire, il a perdu connaissance. Initialement, il a perdu connaissance. Donc, tout de suite, vous allez penser à l'hématome extradural. Par la suite, il y a reprise de la conscience. Le patient, il vient normalement. Il est scoré à 15. Ensuite, il y a altération secondaire de la conscience avec une dégradation du score de Glasgow. Vous savez très bien que le score de Glasgow, sur l'échelle de Glasgow, il est à 15. Donc, c'est une dégradation du score de Glasgow progressive, pouvant rapidement aller jusqu'au coma avec apparition de midriase unilatérale et homolatérale au point d'impact. Tout cela signe un engagement. Et pourquoi je dis le plus souvent temporal? Et l'engagement, il est dû à quoi? La midriase, à l'engagement du lobe temporal, à travers quoi? À travers le trou ovale. D'accord? À travers le trou ovale. Alors, il y a engagement du lobe temporal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprimer la troisième paire crânienne. C'est la première paire crânienne qui est au niveau du tronc cérébral. Il va la comprimer. C'est pour ça qu'on a une midriase unilatérale et homolatérale à l'hématome extradural. D'accord? Le plus souvent, c'est une fracture, comme on a dit tout à l'heure, temporale, qui engendre la rupture de l'artère méningée moyenne ou l'une de ses collatérales. La conduite à tenir, c'est quoi? Bien sûr, c'est la levée de la compression par une évacuation de l'hématome et faire une hémostase parfaite, ça veut dire faire une coagulation de l'origine du saignement. On passe maintenant à l'hématome sous-dural qui peut être aigu ou chronique. Il se définit par une collection sanguine entre la dure mère et l'arachnoïde. Celui-là, il se définit comme une collection sanguine sous la dure mère. D'accord? Elle est sous la dure mère. Donc, c'est pas comme l'extradural. Hein? Et sur l'arachnoïde. Sur l'arachnoïde, on a dit, c'est la membrane qui couvre tout le cerveau, tous les hémisphères, et les deux hémisphères cérébraux, et la dure mère. L'hématome sous-dural chronique survient le plus souvent chez le sujet âgé, dont l'origine est une rupture des veines corticales qu'on appelle les bridge veines. Les bridge veines, qu'est-ce que ça veut dire? Bridge veines, ça veut dire les veines pont. Bridge, c'est en anglais qui veut dire pont. Ces veines-là sont le pont entre la dure mère et l'arachnoïde. Il y a des petites veines qui vont se rompre lors du traumatisme. Donc, on va dire même suite à un traumatisme bénin. On peut avoir ça même suite à un traumatisme bénin. D'accord? L'hématome sous-dural chronique se présente radiologiquement sous l'aspect d'un croissant de lune. D'accord?
Les facteurs de risque incriminés pour l'hématome sous-dural chronique, c'est les anticoagulants, l'hypertension artérielle, le diabète, et il faut y penser devant des signes d'hypertension intracrânienne, les signes d'engagement cérébral temporal, les signes de focalisation, une hémiplégie par exemple. Si le patient il se ramène avec une hémiplégie, il faut y penser, en faisant bien sûr l'anamnèse et en voyant qu'il a eu un traumatisme crânien, même bénin, par exemple dans le mois, dans les 2 semaines auparavant, dans un mois auparavant, d'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle chronique, d'accord? Il survient 1 mois, voire 2 mois, voire 3 semaines après le traumatisme. On peut avoir une crise d'épilepsie, une aphasie, un syndrome frontal carrément. Alors, les séquelles des traumatismes crâniens, les traumatismes crâniens peuvent engendrer différents troubles neurologiques, tels que un déficit moteur, l'hémiplégie, la monoplégie, troubles de l'équilibre, troubles du langage, des signes de lésion du nerf crânien, par exemple une paralysie faciale. Ils peuvent engendrer aussi des troubles psychiques tels que, en général, une angoisse. Le traumatisé crânien est en général toujours angoissé. Il décrit des signes subjectifs tels que les bouffées de chaleur, des difficultés de concentration, une fatigabilité, des troubles du sommeil et du contrôle émotionnel. Autre séquelle possible, il peut carrément avoir des crises d'épilepsie. Donc, en conclusion, les manifestations cliniques des traumatismes crâniens dépendent de l'importance des facteurs associés, ça veut dire l'âge, la pathologie préexistante chez le patient traumatisé, les séquelles immédiates et à distance mettent en jeu l'avenir des victimes et de leurs familles. Le coût social et financier reste très élevé pour un traumatisé crânien. Le diagnostic doit être rapide et précis pour une éventuelle prise en charge neurochirurgicale. Et merci et je vous souhaite bon courage.